La situation ukrainienne, elle est simple. Les Russes ne parviendront pas à prendre les grandes villes ukrainiennes, parce que sinon ils l'auraient déjà fait. C'est-à-dire Odessa, Kiev et Kharkov. Ça, c'est les grandes villes, parce que les Occidentaux ont donné suffisamment d'armes modernes pour résister. En revanche, la progression russe continue, mais elle n'est pas foudroyante, hein, ce n'est pas le 10 mai 40 en France, continue dans cette région, le Donetsk, parce qu'en fait, vous savez que Poutine a annexé 4 oblasts. Oblast, c'est entre une région et un département, quoi. C'est comme une région française d'autrefois. Il y en a 2 qui contrôlent pratiquement entièrement, c'est l'oblast de Lugansk et l'oblast de Donetsk, mais il y en a 2 qui ne contrôlent pas entièrement et qui l'aimeraient bien contrôler, puisqu'ils sont annexés au territoire russe, qui est l'oblast de Kherson. Sur le Kherson, ça se trouve sur le Dniepr, là, ce grand fleuve, et l'oblast de Zaporijjia. Zaporijjia, où vous avez la grande centrale nucléaire, mais que les Russes tiennent. Ils ne tiennent pas la ville, ils tiennent la centrale. Les Russes ne gagneront pas la guerre, c'est-à-dire que Poutine a voulu changer le régime, puisqu'il a dit que le régime était un régime nazi. Pour avoir un régime à sa botte, ami, ça, il ne va pas y arriver. Les Ukrainiens vont garder leur indépendance et leur souveraineté, enfin sur ce qui leur reste de territoire, puisque les Russes en ont mangé 20%. Ils ont une perspective officielle qui leur a été donnée, c'est l'adhésion à l'Union européenne. L'adhésion à l'OTAN, ils peuvent oublier parce que les Américains n'y sont pas favorables. Même Biden n'y était pas favorable, donc encore moins évidemment Trump. Mais évidemment, si on doit faire un cessez-le-feu et la paix, il faudra des garanties de sécurité, et seuls évidemment les Américains, avec leurs alliés européens, mais les Américains peuvent donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Alors les Ukrainiens ne vont pas gagner non plus la guerre, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas... On avait des discours où Zelensky rêvait de reprendre la Crimée, qui est ici, etc. Il n'y en est juste pas question. Pourquoi ? Parce que pour faire la guerre, il ne faut pas que de l'argent et des armes. Il faut des hommes pour servir ces armes. Et les jeunes Ukrainiens ne veulent pas faire la guerre. C'est comme ça. Alors quand est-ce que je l'ai bien su, ça ? Eh bien, quand j'ai passé 15 jours en Pologne au mois de septembre, puisque je suis allé un peu partout en Pologne, je suis allé au nord, là, en Poméranie, au sud, au Silésie, au centre, en Mazovie. Et à chaque fois, je prenais des Uber, mais sur le long cours. J'avais des chauffeurs ukrainiens, des jeunes hommes. Je dis, mais pourquoi vous n'allez pas vous battre, vous ? Alors, ils me disaient, ah ben non, mon père, il est au front. Il m'a dit, surtout, ne viens pas. Moi, par exemple, on m'a obligé à acheter mon uniforme, l'uniforme qui avait bien sûr été donné par l'OTAN, grâce à vos impôts, merci, et qu'évidemment, l'administration ukrainienne corrompue revendait aux soldats. Et donc, en Ukraine, c'est fascinant, vous avez peut-être 3 millions de jeunes femmes qui travaillent, etc., qui sont très intégrées, mais vous avez au moins 1 million de jeunes hommes. Ils se retrouvent dans les cafés, on les voit, à Varsovie, c'était en septembre, il faisait beau, il y avait beaucoup de gens dans les cafés, et je les entendais parler entre eux. À votre avis, quelle langue ils parlaient entre eux ? On est en Pologne, pays de l'OTAN, et c'est des Ukrainiens. Ils parlaient le russe entre eux, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient pro-Poutine ou pro-russe, mais ensemble, ils parlent le russe. Voilà. On est en Pologne, là. Et donc, ces gens-là ne se précipitent pas, et aujourd'hui, pour trouver des jeunes hommes pour les envoyer sur le front, Zelensky doit recourir au rafle. On prend les types dans le métro et hop, on les envoie au front, même des hommes relativement âgés, jusqu'à 45 ans, pour être raflés, on vous envoie sur le front. C'est pas comme ça qu'on peut gagner la guerre. En 1914, les Français qui pouvaient vivre en Italie ou en Suisse, l'Italie était neutre en 14,
eh bien, ils ont tous rejoint, les jeunes Français, leur régiment, si vous voulez. Personne n'a refusé de faire la guerre. Là, ce n'est pas le cas, et donc, l'Ukraine ne va pas gagner la guerre, c'est-à-dire ne va pas reconquérir, ne va pas battre l'armée russe. Le moral est bas des deux côtés. Il est bas du côté ukrainien, il est évidemment bas aussi du côté russe. Si le moral était haut, les Russes n'auraient pas eu besoin de recourir à des soldats nord-coréens. Trump va faire un deal. En tout cas, il va faire le cessez-le-feu. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que ça sera un cessez-le-feu à la coréenne? C'est déjà mieux que le massacre, hein, le cessez-le-feu. Parce que les Coréens, ils sont en cessez-le-feu depuis 1953. Ça a permis à un pays qui était très pauvre, plus pauvre que la Haute-Volta, de devenir plus riche que la France, s'appelle la Corée du Sud. Il n'y a pas de paix sur la péninsule coréenne, mais enfin, ça a permis quand même le développement de la Corée du Sud. Donc, il peut y avoir un cessez-le-feu qui dure, un armistice qui dure longtemps. La paix... Ben, dans un tweet récent, Trump a convoqué, vous l'avez vu, la Chine. Il faut impliquer la Chine dans la négociation. La paix, ça va être très difficile parce que les Ukrainiens ne reconnaîtront jamais que la Crimée et que le Donbass appartient à la Russie. Mais ça peut fonctionner quand même, puisque nous, par exemple, nous n'avons jamais reconnu, nous Français, l'annexion des États baltes par l'Union soviétique. Entre 1945 et 1991, il n'y a pas un seul ambassadeur de France à Moscou qui se soit rendu dans les États baltes, puisqu'on ne reconnaissait pas l'annexion. Comme l'ambassadeur de France aujourd'hui à Moscou ne se rend pas en Crimée. C'est plutôt la fin du conflit ukrainien. Et avec Trump, on est à peu près sûr que ça ne dérapera pas vers le grand conflit nucléaire, parce qu'il s'arrangera directement avec Poutine. Et Poutine, en fait, quand il a envahi, il n'avait pas de plan B, il pensait qu'il allait prendre Kiev en une semaine. Après, il s'est retrouvé, bon voilà, ou j'espère en tout cas qu'il a compris qu'il avait fait une énorme erreur, qui lui a coûté très cher, parce qu'il avait un flot d'argent qui lui arrivait d'Allemagne en continu, et qui n'existe plus. Et donc, je pense qu'il saisira l'occasion, la perche tendue par Trump. Pour les investissements, alors n'investissez pas en Ukraine, parce que c'est un pays extrêmement corrompu. N'investissez pas en Russie. Alors, si vos avoirs en Russie sont bloqués, de toute façon, ils sont bloqués, vous ne pouvez pas les toucher. La Russie, une fois qu'elle sera réintégrée, mais ça peut prendre très longtemps dans l'économie mondiale, c'est un pays plein de potentiel. Mais on l'a dit aussi pour les chemins de fer russes. Donc, mon conseil, c'est de n'investir ni en Ukraine ni en Russie. De toute façon, quand il y a des systèmes qui sont opaques, où la corruption, la police, tout ça, dépasse des proportions, je dirais, normales, il ne faut pas investir. Il ne faut pas investir dans des systèmes que vous ne comprenez pas. Et donc, ni en Ukraine, ni en Russie. Mais en revanche, des pays limitrophes, bien gérés, Finlande, Norvège, Suède, pourquoi pas.